Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer notre discussion ensemble du coronavirus. Donc, on avait commencé notre discussion lundi, quand j'ai posté une vidéo sur l'importance de la réouverture de l'éducation pour la reprise économique après le coronavirus. Donc, on avait discuté de ça lundi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va étudier un article scientifique. Donc, l'article scientifique qu'on va étudier, c'est un article de David Card et de Alan Kruger sur le salaire minimum. Et donc, ce qu'ils font dans cet article-là, essentiellement, c'est qu'ils vont trouver que une hausse du salaire minimum n'a pas d'effet négatif sur l'emploi. Donc, ça, c'est un résultat qui est surprenant. Pourquoi? Parce que la théorie microéconomique devrait nous dire qu'une hausse du salaire minimum fait augmenter en fait le chômage et fait augmenter la différence entre la quantité offerte et la quantité demandée de travail. Donc ça, c'est ce que la théorie microéconomique nous dit. Card et Kruger trouvent un résultat un petit peu contraire à ça. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Avant, je vais vous parler du coronavirus et de pourquoi est-ce que cette étude-là est si intéressante que ça pour l'étude du coronavirus. Donc, la majorité d'entre vous, ou en fait, j'espère que certains d'entre vous, vont avoir le goût d'étudier et de travailler et de faire de la recherche sur le coronavirus. Donc, si vous êtes en sciences sociales, par exemple, la question que vous pourriez vous poser, c'est de savoir est-ce que le port du masque a un effet positif sur la transmission et la diminution du risque de transmission pour le coronavirus. Ce serait un bon exemple de politique publique à évaluer. Le problème, c'est le suivant. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la politique publique qu'est le port du masque? Eh bien, en sciences de la nature, ce que vous feriez si vous voulez évaluer la pertinence d'une politique publique, c'est que vous auriez un groupe de tests, donc des gens sur qui vous testez par exemple un médicament ou une intervention, et vous avez un deuxième groupe. Un deuxième groupe qui est complètement aléatoire également, et sur lequel vous allez placer un placebo, et sur lequel essentiellement ne sera pas soumis au test. Vous allez ensuite regarder, est-ce qu'on a une différence entre mon groupe de contrôle et le groupe pour lequel j'ai fait une intervention, et vous allez au final pouvoir voir, est-ce que mon intervention a été profitable. Donc ça, c'est la façon dont on procède, grosso modo, en sciences naturelles. Ça s'appelle un Randomized Control Trial. Le problème en économie, c'est qu'on n'est pas capable de faire des Randomized Control Trials. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'en faire? Tout simplement par la nature des projets qu'on étudie. Est-ce que, par exemple, le maire de New York peut décider de prendre 50% de la population au hasard, de leur dire vous ne porterez pas de masque et vous allez être peut-être plus à risque d'attraper le coronavirus, et un autre 50% de gens, eux, vont le porter parce qu'on veut voir, nous, si ça fonctionne ou pas le masque. Non, c'est clair que les gouvernements ne peuvent pas faire ça. Ça va donc être très difficile pour nous de faire des évaluations aussi robustes que ce qui se fait en sciences naturelles. Nous, on va devoir utiliser ce qu'on appelle des expériences naturelles, c'est-à-dire trouver un groupe de contrôle qui est à peu près valide, qui devrait à peu près nous permettre de comparer qu'est-ce qui se passe avec une intervention. Et c'est ça que David Card et que Alan Kruger font dans leur article. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de l'étudier avec vous, la méthode économétrique qu'ils mettent en place pour tester l'impact, du salaire minimum sur l'emploi. Et j'espère que ça va vous pousser votre réflexion à savoir comment est-ce qu'on pourrait utiliser une méthodologie similaire pour étudier des questions qui ont attrait à l'efficacité de certaines politiques pour le coronavirus. Donc, l'article, on saute dessus sans plus attendre. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour évaluer l'effet du salaire minimum sur l'emploi? Eh bien, ce que Kruger et Card vont faire, c'est qu'ils vont avoir un groupe pseudo-contrôle et ils vont avoir un groupe pour lequel ils vont avoir un changement dans le salaire minimum. Ces deux groupes-là, ça se trouve être la Pennsylvanie et le New Jersey. C'est ce qui se passe dans l'étude de Card, c'est qu'on a une année où au New Jersey, on a monté le salaire minimum de 4$ et quelques à 5$ et quelques. Donc on observe une hausse du salaire minimum, et nous, ce qu'on va vouloir regarder au New Jersey, c'est de voir est-ce que l'effet de cette augmentation de salaire minimum-là a eu un impact sur l'emploi. Ce qu'on trouve pour le New Jersey, c'est qu'après la hausse du salaire minimum, on remarque en fait une augmentation dans le niveau d'emploi. Donc, il y a plus d'emplois à temps plein, d'équivalents à temps plein, lorsque le salaire minimum augmente. Et ça nous pose une bonne question. Ça nous pose la question de savoir, est-ce que si on n'avait pas eu
si on n'avait pas eu la hausse du salaire minimum, peut-être que l'emploi aurait augmenté quand même. Donc, ça prouve rien de dire que parce qu'on a fait augmenter le salaire minimum, qu'on a plus d'emplois, ça prouve absolument rien. Ça nous prend un groupe de contrôle. Et ici, Kruger et Card ont un groupe de contrôle qui est la Pennsylvanie. Donc, en Pennsylvanie, vous n'avez pas eu cette hausse de salaire minimum-là. Et ce que Card et Kruger vont faire, c'est qu'ils vont nous dire, eh bien, mettons la Pennsylvanie à côté du New Jersey et regardons. Si le New Jersey, lui, a une augmentation du salaire minimum, qu'est-ce qui se passe en emploi? Est-ce que son emploi augmente? Et si la Pennsylvanie, elle, n'a pas ce changement-là, eh bien, est-ce que son emploi a augmenté plus? Donc, la première hypothèse que Card et Kruger font et qu'ils nous démontrent, c'est que la Pennsylvanie et le New Jersey, ça se ressemble beaucoup. D'abord, c'est deux États qui sont voisins. Et on peut donc s'attendre à ce que des chocs affectent le New Jersey et la Pennsylvanie de façon similaire. On s'attend donc que si on a un choc en Pennsylvanie, on va également l'avoir au New Jersey. Et si on l'a au New Jersey, on l'a également en Pennsylvanie. Ça vient nous dire essentiellement que la Pennsylvanie est un bon groupe de contrôle pour faire l'évaluation de la politique publique. Donc ça, c'est la première étape d'une méthodologie qu'on appelle la différence en différence. On va regarder deux États ou deux groupes d'individus et on va faire la différence entre les deux individus, entre les deux groupes, sachant qu'il y en a un qui va servir de contrôle et l'autre sur lequel on évalue une politique. Donc là, la première étape de Card et de Kruger, ça a été de nous montrer que les deux États sont similaires. Une fois que ça s'est fait, une fois que ça s'est établi, on est capable de regarder, une fois que l'intervention est mise en place, qu'est-ce qui se passe au niveau des salaires. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, Card et Kruger trouvent qu'au New Jersey, où on a eu une hausse salariale, le nombre d'emplois à temps plein, le nombre d'équivalents à temps plein a augmenté. Donc, ce qu'on pourrait vouloir dire, c'est que la hausse du salaire minimum a eu un effet positif sur l'emploi. Mais comme on ne sait pas ce qui se serait passé si on n'avait pas eu de hausse, Card et Kruger doivent trouver un contrôle, et là, c'est la Pennsylvanie. Et ce qu'ils remarquent, c'est qu'en Pennsylvanie, pour la même période de temps, surprise, le niveau d'emploi a diminué. Donc, le niveau d'emploi à temps plein a diminué, tandis qu'au New Jersey, on a augmenté. Donc là, on est capable de faire la différence. On est capable de regarder et de dire, si le New Jersey n'avait pas mis en place un salaire minimum, une hausse du salaire minimum, est-ce qu'on aurait dû suivre la même trajectoire que la Pennsylvanie? Donc, si on n'avait pas eu de hausse du salaire minimum au New Jersey, on aurait pu s'attendre à ce qu'au New Jersey, on ait une diminution de l'équivalent à temps plein. D'où le titre de la méthode qui s'appelle la différence en différence. Donc, c'est tout simplement de regarder deux groupes d'individus comme une expérience naturelle et d'aller voir est-ce qu'on a une différence dans le traitement, est-ce que le traitement a apporté une différence. Là, ici, Card et Kruger en discutent avec des estimations de moyenne. Donc, on regarde c'est quoi la moyenne d'emploi un an avant, un an après, et on fait la différence en différence. C'est un petit peu plus simple. Vous pourriez faire quand même une différence en différence avec des séries temporelles. Donc, vous pourriez avoir une série temporelle avec un coefficient évalué, donc un test de contrôle, vous évaluez sans politique. Et ensuite, vous regardez, lorsque j'applique ma politique pour mon groupe de test, est-ce que mon coefficient change? Donc, est-ce que j'ai un coefficient différent et évaluer la différence entre les coefficients comme étant une différence en différence. Donc, ça, c'est un schéma que vous allez voir plus typiquement lorsque vous voyez des études qui utilisent la différence en différence. Néanmoins, ça reste très intéressant. Ça reste très intéressant pour l'analyse du coronavirus, par exemple, si vous voulez, une fois de plus, comme je me répète un petit peu là, mais si vous voulez évaluer la pertinence de porter un masque chirurgical pour la transmission du coronavirus, ça va vous prendre un groupe de contrôle, un groupe de test, et il va falloir voir est-ce que l'intervention a fait une différence. Ça risque d'être quand même difficile pour le coronavirus. Et là, je m'explique. Comment est-ce qu'on trouve un bon groupe de contrôle? Est-ce qu'on a des villes comme New York pour lesquelles on a des raisons de croire que la maladie aurait suivi une tendance égale? Est-ce qu'on peut prendre un pays comme la Corée et de dire qu'en Corée du Sud, on va comparer l'effet du masque qui a été adopté très tôt versus les États-Unis? Clairement, on va avoir des différences qui sont très importantes. Donc, plus on analyse un phénomène qui est complexe, plus ça va être difficile de trouver des bons groupes de contrôle et ça va être clairement, et je l'ai dit tout de suite très humblement, ça va être très difficile pour les sciences sociales d'aller étudier le coronavirus simplement du fait que c'est un phénomène excessivement complexe et qu'économétriquement, ça va toujours être très facile
de trouver des failles économétriques dans les méthodes économétriques classiques. N'empêche, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a réveillé à l'envie ou du moins intéressé à l'idée de faire des recherches sur le coronavirus.